À partir du moment où j'ai gagné plus d'argent avec l'investissement immobilier qu'avec mon salaire, étant qui est consultant chez PwC, bah, en fait, je me suis dit: «Maintenant, je vais faire que des choses qui m'amusent vraiment». On a acheté en 18 mois, on a acheté 6 biens immobiliers. La plupart des gens n'aiment pas les gens qui sont un peu casse-pieds, qui vont tétiller pour une bêtise. Moi, j'adore ces gens parce que ces gens me permettent d'améliorer encore plus. Quelle place pour la location courte durée aujourd'hui dans un patrimoine immobilier et comment faire face aux contraintes qui peuvent se dresser face à soi? Quel changement mindset on doit opérer pour passer d'un salarié, un investisseur en side business à investisseur full-time? Et qu'est-ce que la liberté financière veut vraiment dire, remplacer son salaire par des revenus locatifs? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est ce que j'ai voulu explorer avec notre invité aujourd'hui, Ivan Imbakwan, qui est à la fois donc investisseur immobilier spécialisé dans la location courte durée depuis plus de 7 ans, mais qui est également formateur. Il a une formation avec près de 1000 abonnés depuis, 1000 participants sur à la fois la partie location courte durée et aussi anime une communauté de gens qui veulent créer de la visibilité avec Instagram, puisqu'il a un gros following sur Instagram et surtout sa compagne qui a près d'1 million d'abonnés sur un autre compte Insta, tu vas voir, mais il propose également une formation du coup de mise en visibilité pour son business. On va parler de façon très transparente en fait des chiffres qui constituent son patrimoine immobilier, également ses formations et puis son accompagnement. Comment il a shifté aussi lui de salarié consultant chez PwC pendant plusieurs années à aujourd'hui une activité 100% sur l'entrepreneuriat. Comment est-ce que ça veut dire la liberté financière et comment on aborde la location courte durée quand on veut durer en fait en termes d'investissement et que on veut pas simplement faire des coups, comment se sécuriser aussi par rapport à ça. C'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui sur la conversation. Je pense que ça va te plaire, notamment si tu t'es pas encore passé à l'action ou tu voudrais inclure peut-être ta compagne ou ton compagnon sur tes activités entrepreneuriales et d'investissement. En tout cas, moi je trouve que ça a été leur histoire est très inspirante de ce point de vue-là. Voilà, j'espère que cet épisode va te plaire. N'hésite pas à laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast si c'est pas déjà fait. Ça nous aide beaucoup à monter dans les classements et à me dire aussi personnellement ce que tu as pensé de cet épisode. Voilà, ça me plaît toujours d'avoir ton retour. Sur ce, on attaque notre conversation avec Ivan. C'est parti. Salut Yvan, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Merci. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Carrément. Et on serait content de commencer la discussion. On s'est rencontrés récemment sur une conférence. Moi, je te connaissais que via les réseaux, donc je suis hyper impatient de creuser un peu sur qui tu es, ce que tu fais, etc. Peut-être d'ailleurs, tu peux commencer par te présenter pour les gens aussi qui te connaissent pas sur le podcast. Oui, bien sûr. Alors, du coup, moi, je m'appelle Ivan. Je suis colombien. Je suis arrivé en France il y a 16 ans maintenant. Et je vais faire l'histoire courte, mais bon, je suis arrivé ici, je fais un master en finance à Sciences Po et après ici à Paris. Après, j'ai travaillé pendant 12 ans chez PwC, que c'est un cabinet de conseil. J'étais en corporate finance, en fusion acquisition, tout ça. Mais alors, ce qui a eu un gros tournage dans ma vie, c'est il y a eu 7 ans. Je me suis séparé de mon ex-femme. C'est celle qui m'a fait venir, entre guillemets, en France. Et ça a été très dur pour moi, une dépression. Voilà. À un moment donné, je sentais que j'allais jamais être heureux à nouveau dans ma vie. J'avais une grosse boule au ventre. Et financièrement, c'était aussi compliqué parce que je continuais à payer l'appartement où elle s'habite encore ensemble, ma fille et mon ex-femme, et des nouvelles charges, tout ça. Et du coup, c'est à ces moments-là où je me suis fait mal, je suis tombé par terre. Mais ça m'a énormément aidé. Aujourd'hui, chaque fois que je vois des gens qui passent par des situations difficiles et compliquées, j'aurais dit, je suis passé par là. Et en fait, c'était vraiment l'opportunité de commencer de zéro. Et aujourd'hui, je suis extrêmement heureux et aligné. Et voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis formé surtout au développement personnel au début, parce que j'étais en dépression, parce que je voyais le psychologue, ça marche pas trop. Je faisais des retraites, ça marche pas trop. Et j'ai commencé avec des Américains, type Tony Robbins, ce genre de choses, en développement personnel, qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé à me sentir mieux. Et après, quand on parle de développement personnel, souvent on commence à parler des finances aussi, des libertés financières, tous ces genres de choses pour être bien un peu dans tous les sens. Et du coup, je suis rentré dans un sujet que j'avais déjà
un peu lu quand j'étais jeune, à 21 ans, j'avais lu les livres Père riche, Père pauvre, qui m'avaient beaucoup touché par rapport aux revenus passifs et ce genre de choses. Je me suis mis à investir en bourse. D'ailleurs, j'investissais déjà en bourse depuis très jeune. Je commençais à investir en bourse à 18 ans. Et donc, quand j'ai lu ces livres vers 21 ans, ça m'a donné encore plus envie. Du coup, je voulais faire un peu plus, etc. Et après, j'avais oublié complètement les principes. J'étais venu ici en France. Bon, ouais, je vivais une vie entre guillemets normale avec mon ex-femme, comme tout le monde. J'étais dans ce qu'on peut dire la rat race un peu de luxe parce que j'avais un bon salaire, mon ex-femme aussi. Et bon, et c'est tombé par terre, me faire mal pendant mon divorce et tout ça, ça m'a permis de reprendre ces idées et me dire, voilà, je veux plus jamais me retrouver en situation financière compliquée, je veux plus jamais me retrouver en dépression comme je suis aujourd'hui. Et voilà, je me suis mis à fond sur le sujet. J'ai aussi après acheté d'autres formations sur les sujets des investissements immobiliers, des investissements en bourse, des créations de business, tout ça. Et j'ai eu la chance que ma nouvelle compagne, Clem, quand je l'ai rencontrée, je lui parlais de tout ça et elle était totalement folle pour me suivre dans tout ça. Donc, on s'est mis à investir dans l'immobilier et moi, ce que je dis, c'est, écoute, moi, j'ai compris comment il y a des gens qui gagnent de l'argent dans l'immobilier en mettant les biens en colocation, location courte durée, le Airbnb, ce genre de choses. Et moi, je pense qu'on peut faire encore mieux ensemble. Moi, de mon côté, voilà, je sais comment marchent les banques, je sais comment me présenter. Voilà, je suis consultant depuis des années et j'adore la finance et tout ça. Et on va présenter ça comme un LBO, bon bref. Et en plus, elle était déjà aussi dans la déco, dans ce genre de choses. Un point de vue très... Bon bref, je pense qu'ensemble, on peut faire des choses super sympas. Et elle, à la base, Clem, elle était professeure des écoles. Donc, elle gagnait 2000 euros. Et on avait fait d'ailleurs un exercice qui j'adore. Et c'est que j'avais entendu dans un de ces formations de développement personnel, de penser à sa vie de rêve, c'est permettre de rêver et de faire une liste de tout ce que tu aimerais avoir, la maison, la voiture, le service, etc. Tout, et le chiffrer et te dire combien ça va coûter cet style de vie parfait. Et nous, on a fait ça et c'était 12 000 euros par mois. Et je lui ai dit, bah, comment est-ce qu'il y a un jour tu auras pour avoir 12 000 euros par mois? Et il m'a dit, bah, impossible, je suis prof, je n'ai jamais gagné autant d'argent, même si c'est divisé en deux, 6 000 euros chacun, jamais. Et je lui ai dit, bah, voilà, je pense que si on se met à fond, qu'on investit dans l'immobilier à fond, je pense qu'on pourra le faire un jour. Donc, première étape, c'est faire des économies. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, elle habitait dans 25 mètres carrés, son petit appartement des célibataires à Montparnasse, on est à Paris, donc proche de Montparnasse. Moi, j'étais proche de la Tour Eiffel. Et avant, avec mon ex-femme. Et j'ai dit, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir vivre avec toi. Comme ça, tu vas diviser en deux ton loyer. Et même parfois, ma fille, qui était petite, ça, parce que quand je me suis séparé de mon ex-femme, ma fille avait 6 mois. Et du coup, ma fille aînée, elle avait 1 an et demi, tu vois, elle était petite, elle était encore bébé. Et du coup, on vivait à 3 dans ces petits 25 mètres carrés. Et ça nous a permis, bien sûr, de faire des économies. Et on était hyper focus investissement immobilier. On s'est formé et on a passé à l'action. Et on avait un style de vie hyper simple. Le week-end, on s'est acheté une petite bouteille du vin rouge et on apprenait à danser à 3 euros, 4 euros, vraiment le truc pas cher. Et on apprenait à danser la bachata en regardant des vidéos YouTube parce qu'on aime bien danser. D'ailleurs, on se rencontrait en dansant dans un cours de salsa. Et après, on était à fond à se former, à chercher du bien immobilier. Et pendant la semaine, moi, j'étais en train de travailler très, très dur parce que je savais que si je travaillais dur, j'allais avoir un bon bonus. Donc, j'ai pris plein de missions dans mon job étant consultant pour avoir les meilleurs bonus possibles. Ça marchait. À la fin, j'ai eu un bonus A, donc le meilleur bonus possible. Elle s'est mise à faire des cours particuliers, à faire des études étant que prof pour gagner plus d'argent aussi. Donc, on travaillait beaucoup de lundi à vendredi. Et les week-ends, on s'est formé, on visitait des biens et voilà. Et on cuisinait à la maison. Pendant 18 mois, on n'a pas acheté des vêtements. On a vendu des vêtements d'ailleurs pour gagner un peu d'argent. On a travaillé très dur, donc on a économisé pas mal d'argent. On n'a pas pris des vacances. On est juste allé dans le sud parce que Clem, elle vient du sud de Montpellier. Donc on allait juste dans le sud dans sa famille, voilà. Donc on a eu un style de vie très simple, très minimaliste. Et on a acheté, en 18 mois, on a acheté 6 biens immobiliers. Moi, j'ai acheté 2 pour ma part. On pourra en parler après. Un 35 mètres carrés après un 70 mètres carrés. Et Clem a acheté un petit appartement à Montpellier de mémoire 35 mètres carrés. Je ne sais plus, c'est son première. Et après, comme ça s'est passé bien, qu'elle avait du cash flow et tout, elle a pu acheter un deuxième, un immeuble de rapport carrément avec 3 petits studios,
plus un garage. Donc en réalité, il avait 4 biens ici, plus d'autres qu'il avait, il a acheté 5. Moi, j'ai acheté 2. C'était pas le même budget, hein, c'était pas les mêmes villes. Moi, je gagnais mieux ma vie qu'elle, donc du coup, je veux plus le faire à Paris. Elle gagnait moins bien sa vie, donc elle l'a fait plutôt à Montpellier, dans une autre petite ville. Mais on l'a fait quand même. Et on a mis tout ça en Airbnb, on gagnait de l'argent, on gagnait déjà plus de 4 000 € de cash flow par mois avec ses premiers investissements. Et du coup, là, on s'est dit, bon, voilà, on a fait un premier step. Maintenant, à part nos salaires, on a 4 000 € de plus par mois. Et là, on s'est permis, du coup, de venir dans cet appartement où on habite aujourd'hui. Et depuis quelques années déjà, qui fait 90 mètres carrés, avec un joli dressing dont on avait rêvé, etc., etc. Mais voilà, ça, c'est l'histoire. Tu parles beaucoup, hein. Tu me parleras à un moment donné parce que je parle beaucoup. C'est comme mon papa et ma fille, on est tous des, on parle beaucoup. Et du coup, ça, c'est l'histoire de qui je suis quand je suis arrivé et comment je me suis mis à l'investissement immobilier. Ouais. Waouh, effectivement, c'était une super intro. Non, mais parfait, c'était passionnant. Et non, j'ai plein de questions justement liées à ça. D'abord, quand tu démarres, du coup, on a compris vraiment le point un petit peu de tournant, comme tu disais, où tu as rencontré ta compagne actuelle, et puis comment ça, en fait, ça a accéléré. Ça, c'était il y a combien de temps, en fait? Alors voilà, je pars toujours par rapport à la date de ma fille, des naissances, parce que par rapport à son âge, elle a là 8 ans et demi. Je me suis séparé quand elle avait 6 mois, donc il a 8 mois, et on a commencé à investir avec Clem il y a 7 ans. Ouais, ça a commencé il y a 7 ans. Ouais. Donc aujourd'hui, on a 12 biens immobiliers, et bon, voilà, on a plus de 10 000 € de cash flow par mois. Et voilà. Après, ce qui est vrai aussi, et tu le verras, c'est que on n'a pas fait que faire l'investissement immobilier. Alors moi, par rapport à ce que tu viens de te partager, mes collègues chez PwC m'ont dit, Pinès, Ivan, c'est vrai que vous avez acheté 7 biens immobiliers là en 18 mois, c'est vrai que tu fais 4 000 € par mois. Et ouais, c'est vrai, et c'est même entre moi. Du coup, je montrais Airbnb et tout ça, et ils me disaient, ouais, Pinès, c'est vrai, comment t'as réussi? Je dis, bah, je présentais ça comme des LBO aux banques, et ça marche. Quand tu fais un qui marche bien, bah, après, ils te prêtent l'argent pour les autres. Tu vois, le côté taux d'endettement n'existait plus. Et bien sûr, après, on est passé mon SCI et tout ce genre de choses. Et donc, ils m'ont dit, bah, ils m'ont invité déjeuner pour que je leur explique comment faire. Et moi, je disais très honnêtement, écoute, en 1 heure, je t'explique tout ce que je peux, mais moi, je me suis formé, j'ai acheté des formations. Et celle-là, elle était 40 heures de formation. Celle-là, c'était 50 heures de formation. Je sais, celle-là, elle était pas terrible, mais celle-ci, elle est top. Il me disait, mais ouais, ça coûte 4 000 € et tout. Je lui dis, mais bon, 4 000 €, mais nous, aujourd'hui, on gagne 4 000 € par mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça vaut la peine, quoi. Et il disait, non, mais les types là qui passent avec sa Porsche, je ne fais pas confiance. Il sort de nulle part, je te fais confiance, toi. Et donc, c'est eux qui m'ont dit, pourquoi tu crées pas ta propre formation? Et je dis, ah, il y a trop de gens qui font ça dans les marchés. Moi, je suis bien avec mes investissements, je suis bien avec mon boulot, avec ma fille. J'ai pas peut-être voilà, non. Et sauf que tu sais, je suis colombien, comme je t'ai dit, et mes potes colombiens, bon, pareil, ils s'hallucinaient quand je leur expliquais ce que j'avais fait. Pareil, ils m'invitaient déjeuner pour que je leur explique et tout. Et après, il y a un qui m'a dit, pourquoi tu fais pas ça pour les latinos en France? Pourquoi tu crées pas une formation en espagnol pour les latinos en France? Tu seras le seul à faire ça. Et là, ça pourrait être intéressant. Et je dis, tiens, ça, effectivement, c'est pas une mauvaise idée. Du coup, je me suis lancé en 2020. Ma première société s'appelle toujours Mi Mejor Inversión. Ça veut dire mon meilleur investissement en espagnol. Et je me suis lancé comme ça pour les latinos en France il y a 5 ans. J'avais un pote qui était sur les réseaux. Moi, j'avais pas des comptes Instagram ni rien. Ma femme non plus. Et aujourd'hui, c'est ma femme sur Clem. Et, et, euh, et du coup, lui, il m'a fait une publicité sur les réseaux sociaux, et ça a très vite pris parce qu'effectivement, j'étais le seul latino en France à faire ça, tu vois. Et du coup, je faisais des pubs aussi un peu drôles dans lesquelles je faisais toc toc, t'es latino et tu vis en France. J'ai quelque chose qui peut t'intéresser, tout en parlant l'espagnol, tu vois. Ils s'étaient pas habitués à ça, avoir des pubs des gens qui le parlent en espagnol, sachant que le type est en France, tu vois. Du coup, ça a bien marché. Et donc très vite, j'ai fait les 2 premières années, ma formation était comme ça, focus sur le latino en France. Et on a fait, j'ai fait 400 élèves quand même les 2 premières années. Et tout de suite, ça a très bien marché avec les latinos. Et en fait, ce qui s'est passé au tout début aussi, et tu vas voir, je parle de tout ça complètement ouvertement parce que c'est tout ce qu'on fait, on le partage, aucun souci, de façon très transparente. J'avais une petite coach qui m'aidait. Bien sûr, je me suis formé aussi à comment
comment proposer des accompagnements parce qu'on pense qu'il est là, il a des choses à apprendre, il a beaucoup de choses à apprendre. Je savais absolument rien. Donc, j'avais une petite coach qui m'est suivie sur le sujet. Et après avoir fait cette petite première lancement dans lequel je fais quelques ventes de la formation, elle m'a posé des questions. Et à un moment, elle me pose la question, t'as combien de followers sur Instagram? Et moi, je dis, Instagram, je n'ai pas d'Instagram. Il me dit, attends, comme ça, tu n'as pas de compte Instagram, c'est pas possible. Il faut que tu crées un compte Instagram. Et donc, du coup, mon premier réflexe, c'était m'acheter une formation sur les sujets, sur comment avoir de succès sur Instagram. C'est ce que je fais depuis ces 7 dernières années. J'ai acheté mes premières formations, développement personnel qui m'ont beaucoup aidé. Et après, j'ai acheté des autres formations. Et aujourd'hui, chaque fois que je me lance un truc, si je veux me lancer sur la bourse, j'ai investi déjà à la bourse depuis longtemps, mais sur une nouvelle stratégie, j'ai acheté une formation. Sur les crypto-monnaies, j'ai investi dans les crypto-monnaies, je me suis acheté une formation. Sur comment proposer des accompagnements en ligne, je me suis acheté une formation sur le sujet. Je continue à me former tout le temps sur l'investissement immobilier parce que je pense pas que je suis le type qui connaît tout. J'ai suffisamment d'humilité, entre guillemets, pour me dire qu'il y a des gens très bons sur les marchés, plein de nouvelles choses qui apparaissent tout le temps, surtout dans la location de courte durée. Il y a toujours plein de nouvelles choses qui apparaissent. Donc, je me forme constamment. J'aime bien me former. Je suis un peu un geek, entre guillemets, par rapport à ça, à bien me former. Du coup, je m'achète une formation. Comment avoir de succès sur Instagram? Bim. Et quand je commence la formation, il dit que c'est une formation sur comment devenir influenceur. Et je dis, tiens, non, mais je me suis trompé. Je veux pas devenir influenceur. Je veux juste donner la visibilité à à mon centre de formation. Donc j'ai écrit la personne. Il avait une garantie là, comme dans mes formations, garantie, tu vois. Et du coup, dans les miennes, il a 2 garanties. La garantie 14 jours et la garantie résultat garanti. Et du coup, j'ai vu une garantie quand j'ai acheté très vite. Bon, voilà. Du coup, j'ai dit, je vais activer la garantie parce que je me rends compte que c'est pas pour moi. Et il m'a dit, je suis désolé, mais moi, j'ai pas une garantie 14 jours satisfait ou remboursé. C'est juste la garantie des résultats garantis. Tu dois l'appliquer et si tu n'as pas des résultats, là, je te rembourse. Et ouais, mais je suis pas envie de devenir influenceur. Je veux juste. Et il m'a dit, désolé, mais tu peux pas activer la garantie. Et heureusement qu'il m'a pas remboursé. Parce que du coup, j'ai eu la meilleure idée de ma vie. J'étais bien sûr très occupé. Parce que j'avais un job full-time chez PwC. J'avais déjà à ces moments, je sais pas combien d'investissements immobiliers, peut-être 8. Et j'avais déjà 400 élèves, voire peut-être pas à ces moments 400, non, mais peut-être j'avais déjà 80 élèves latinos en France. Et j'étais en train de construire la totalité de ma formation. Je suis assez exigeant avec moi-même, donc ça m'a pris du temps. Et j'étais extrêmement occupé. Et ma chérie, Clem, ma femme aujourd'hui, on s'est mariés cet été. Et elle s'ennuyait un peu. Et elle voulait, par exemple, quand on est arrivé ici, elle voulait acheter de la décoration. Et moi, j'étais en mode, non, mais la décoration, ça sert à rien. C'est l'investissement immobilier qui nous a fait devenir libres aujourd'hui. Et c'est l'investissement immobilier qui va nous faire devenir riches, millionnaires. Donc, ça sert à rien, la déco. On continue à investir tout dans l'immobilier. Et en même temps, un jour, on était censé sortir danser, parce que je te dis, on se rencontrait en dansant de la salsa. Elle est française, mais elle adore danser la salsa. Et on était censé sortir, et j'avais tellement de choses que je lui ai dit en dernier moment, je suis désolé, chérie, mais je vais pas pouvoir sortir ce soir, je suis vraiment sous l'eau. Et elle m'a dit, elle est un peu énervée et tout. Et là, du coup, j'ai la meilleure idée de ma vie. Je lui donne cette formation sur comment devenir influenceur. Et je lui dis, écoute, c'est assez intéressant. Tu pourrais peut-être créer un compte Instagram sur la décoration d'intérieur. Et peut-être un jour, tu auras toute la décoration d'intérieur gratuite que tu veux. Et à la base, c'était un peu ça. Et même, il paraît que tu puisses faire quelques sous. Tu pourras peut-être même gagner 1 000 € par mois, même 2 000 € par mois, si tu fais les choses bien avec cette formation, par rapport à ce qu'ils expliquent. Kim a regardé ça, le fait de partager avec une communauté, créer une communauté, il a compris comment on peut faire des collaborations avec des marques, et comment on peut effectivement se faire offrir des choses, quand on a la visibilité et tout ça. Et il a adoré et il a commencé à parler de notre appartement, prendre des photos, des vidéos sur Instagram. À l'époque, il n'y avait même pas de vidéos. Instagram, c'était juste, on a commencé en 2020, c'était juste des photos. Les reels commençaient à peine, en fait. Ils ont commencé très vite, mais quand on a commencé, c'était à peine des photos. Et en fait, du coup, on s'est lancé en 2020, tous les deux, à créer nos comptes Instagram, en même temps, hein, et lui, elle motivait, voilà. Et en fait, aujourd'hui, moi, je sais pas, je t'avoue, je sais même pas combien d'abonnés j'ai, mais je peux te dire tout de suite, j'ai 69 600 aujourd'hui. Et ma femme, par contre, je vais te dire, parce que c'est quand même assez hallucinant, Clem, avec son compte Postdéco, elle a 960 000 abonnés. 960 000. Elle a presque 1 million d'abonnés. Donc, elle a cartonné. C'est juste génial. Et voilà, elle est hyper forte et elle adore ce qu'elle fait et elle le fait beaucoup. Et donc, du coup, voilà, elle a explosé comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, voilà, moi aussi, un truc que j'aime bien faire, c'est, je suis pas un bon multitasker. J'aime pas trop faire trop de choses en même temps.
j'aime bien avoir, par exemple, là, j'ai déjà préparé mes objectifs pour 2026. Là, on est les 8 décembre, je mets mes objectifs pour 2026 qui sont déjà prêts. Et je me mets pas 10 000 objectifs. Je me mets 3 gros objectifs et je mets tout mon énergie sur ces 3 objectifs. Et tout le reste qui est pas en ligne avec ces 3 objectifs, je le fais pas. OK? Et donc, du coup, moi, j'aime bien, par exemple, quand on s'est mis l'objectif des 2 premières années full immobilier, bah, c'est ce qu'on a fait. On a acheté 7 biens immobiliers et tout. Et après, j'ai eu cette idée, du coup, de créer mon propre accompagnement. Donc, pendant 2 ans, je fais que ça. On était focus, accompagnement et tout, les élèves, créer la formation, tu vois, ça a pris beaucoup de temps parce qu'encore une fois, je suis un peu trop exigeant avec moi-même par rapport à ça. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps et tout. Mais j'étais très focus sur ça. On était très focus sur ça. Et après, et Clem aussi, création des contenus Instagram et tout ça. Et après, l'année d'après, on a revenu sur l'investissement immobilier et une année, on a acheté 3 nouveaux biens. Et comme Clem avait déjà pas mal de visibilité sur les réseaux, bah, il a pu faire des collaborations. C'est-à-dire qu'on a reçu des choses gratuites ou même il a été parfois payé pour faire une publicité. Par exemple, il peut être payé par dans un de nos biens, c'est les Rois Merlin qui nous a donné la salle des bains, tu vois. Et du coup, bien sûr, Clem a du coup partagé beaucoup sur ses comptes Instagram nos investissements. Et du coup, les gens disaient, mais comment vous avez fait? T'es professeur des écoles, tu gagnes 2 000 € par mois. Comment tu fais pour acheter 3 biens immobiliers en une seule année en région parisienne? Et du coup, ils disaient, Aujourd'hui, Ivan, si on fait un peu le plan de justement d'où vous en êtes, enfin où vous en êtes en termes de, tu vois, des ressources que vous avez aujourd'hui et du temps que vous allouez aussi par rapport aux activités que vous avez. Parce que toi, t'as Clem, donc est toujours professeur des écoles, toi t'es toujours consultant PWC. Non, on a quitté. Moi, j'ai quitté mon okay, job. J'ai quitté mon job. On a quitté de nos jobs tous les deux l'année dernière, en septembre 2024. Donc ça fait. Ouais, il y a quand même 6 ans ou 7 ans que vous avez fait les 3 finalement, vente formation, immobilier, bah en physique, en direct, et puis l'aspect ouais, bah vos boulots quoi à côté. On a fait ça pendant 4-5 ans, ouais. Oui, 4-5 ans. 5 ans, ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, vous vivez juste en fait de vos biens immobiliers et de vos activités entrepreneuriales, donc la formation en particulier, quoi. Oui, alors c'est une question très intéressante. On fait à peu près un peu plus de 10 000 € de cash flow par mois en immobilier. Bien sûr, je compte pas l'enregistrement, mais c'est une réalité. Le fait que tu as des crédits, les crédits, quand tu les payes, ça c'est descend. Du coup, c'est la capitalisation. Si tu rajoutes ça, tu sais que tu es à plus des 16 000, 17 000 € par mois. Mais bon, parlant juste des cash flows. Après, moi, comme je dis, j'ai investi en bourse depuis que j'ai 18 ans. Donc, les intérêts composés, le temps de travailler. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. Donc, voilà, ça fait déjà quelques années que ça tourne. Du coup, j'ai aussi des revenus là-dedans. J'ai aussi investi en crypto et j'ai aussi des revenus qui viennent là-bas. Après, je les dépense pas, tu sais, je les laisse dans le monde crypto pour pas avoir la taxation et tout ça. Mais je compte quand même un peu ces revenus qui sont là, même si je les utilise pas. Après, bien sûr, il a des revenus des ce qu'on appelle création de contenu et influence. Donc c'est toute la partie des Clem. Et après, il y a aussi les formations. D'ailleurs, on a 2 formations parce que c'est ce que je dis toujours. Tout ce qu'on fait, on le partage de façon transparente et on accompagne aussi les gens à le faire. Donc, on a la formation immobilière dans laquelle, voilà, on accompagne sur l'investissement ultra rentable, comme on aime bien dire. Et donc, assez focus location de courte durée, même si on parle pas que de ça. Et après, on a aussi une formation qui s'appelle Instapro, du coup, dans laquelle on apprend les gens à créer du contenu qui crée des vues, qui crée de l'intérêt, et qui devient viral de temps en temps. Et par la suite, et donc ça c'est un tronc commun. Et après par la suite, ils peuvent soit décider de faire comme Clem, être influenceuse et être plus, on travaille avec les marques, ce genre de choses, on fait de l'affiliation, et voilà. Ou donner la visibilité à un produit, à un service, comme je le fais moi. Parce qu'en fait, nous, 100% de nos élèves aujourd'hui, on va toucher les 2000 élèves en immobilier ultra rentable et ils sont 100% sans publicité. Alors, à un moment, je fais la publicité quand j'étais avec les Latins en France, que je t'ai dit que j'avais mis un peu de publicité à ces moments-là. Mais dès qu'on était full Instagram, et tous les élèves français, parce que j'ai pas fini de raconter l'histoire, mais aujourd'hui, depuis 2 ans et demi, alors voilà, je reviens un peu à ça juste pour que les gens soient pas perdus. Et quand les gens venaient me poser des questions, parce qu'on avait acheté 3 biens immobiliers cette année, et mon compte était toujours en espagnol, mon compte Instagram. Je postais pas beaucoup, mais il était en espagnol. Et les gens, quand ils venaient poser des questions, je répondais gentiment en français.
Et c'est Clem qui m'a dit, bah, lance la formation en français, ça a cartonné. C'était il y a, ouais, 2 ans et demi, 3 ans, je me perds. Auprès du public latino ou auprès du public français? Les deux. Mm. Parce que des Français, bien évidemment, parce que voilà, ils parlent pas espagnol, mais aussi même beaucoup des Latinos en France, ils sont mariés avec des Français et les Français ne parlaient pas espagnol. Donc, ils pouvaient pas s'inscrire à la formation en espagnol parce que son chéri ne parlait pas. Et voilà, donc c'était un peu les deux. Donc c'était voilà, donc on a lancé la formation en français il y a attends, c'est 2025, il y a 3 ans maintenant. Il y a 3 ans, on l'a lancé en espagnol, en français, pardon. Donc aujourd'hui, mon compte Instagram, il est que en français. Ma formation n'existe que en français. Je me suis arrêté de mettre à jour celle en espagnol. Et on va venir dépasser les 2000 élèves en français. 2000 élèves, ça veut dire C'est bien. donc du module de formation que tu enregistres. Tu ensuite derrière, est-ce que il y a un accompagnement, j'imagine aussi, vous pouvez poser des questions, etc. Et donc ça leur prend quand même pas mal. Enfin, ça vous prend quel temps en fait de de vous occuper d'une communauté de 2000 élèves qui, même s'ils ont commencé à passer à l'action, ils ont quand même besoin de vous encore pour les trucs. C'est énorme. Et pour répondre un peu à ta question de combien de temps ça me prend, bah moi, c'est ce que je dis tout le temps et c'est un peu la promesse de ma formation, c'est que j'ai 3 biens immobiliers en location courte durée que je gère en direct, c'est-à-dire que je passe pas par une société de conciergerie, qui me génère entre 5 000 et 6 000 euros par mois. C'est assez variable, c'est la location courte durée, donc parfois c'est 5 000, parfois c'est 6 000, parfois c'est 7 000, ça dépend du mois. Et ça me prend que 5 heures par mois. Et ça, c'est vrai. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a plein de choses que peut faire l'intelligence artificielle. Tu sais que, voilà, c'est pas nous qui faisons le ménage. Et ce genre de choses. On automatise beaucoup de choses. On automatise l'entrée, la sortie et tout. Donc moi, j'ai juste, entre guillemets, à gérer certains problèmes que mes équipes n'arrivent pas à gérer. Et que ça me prend que 5 heures par mois, tout en gérant, en générant entre 5 000 et 6 000 euros. Donc, ce que je dis, c'est que mon immobilier, j'ai fait un taux horaire à plus de 1 000 euros par heure, ce qui est quand même pas mal du tout. Mais effectivement, ça me laisse beaucoup de temps disponible aussi. Et du coup, la plupart de mon temps, pour les coups, il est dans la formation. Bien sûr, ça me prend du temps. Tous mes élèves ont l'opportunité de me présenter leur projet et je le regarde de A à Z. Et je prends 1 heure et demie, les temps nécessaires pour regarder tout, analyse des marchés, projection des travaux, projection des nuitées, prix de nuitées, nombre de nuits et à louer, tu sais, taux d'occupation. Bon, on regarde absolument tout dans leur projet, comment ils vont présenter ça à la banque et tout ça. Et ça me prend effectivement beaucoup de temps, en plus de créer du contenu, parce qu'on crée du contenu aussi sur Instagram, ça prend du temps. Donc, bien évidemment, mon taux, entre guillemets, horaire entre la formation et l'immobilier est bien meilleur en immobilier. C'est pour ça que je dis toujours, si je dois choisir à faire un des deux, bah, je prends l'IMO parce que l'IMO, c'est vraiment quand même très cool. Ça, quand on fait les choses bien, on crée des systèmes. C'est une petite entreprise qui marche bien. C'est comme je dis toujours, si vous voulez vraiment gagner beaucoup d'argent avec l'immobilier, vous devez le voir comme une entreprise. Vous le voyez plus comme un truc hyper passif. Ils disent ouais, ça fait peur aux gens. Oui, mais une entreprise, ça prend beaucoup de temps. Je dis en fait, ça dépend. Une entreprise, si vous avez des bons salariés, vous pouvez vraiment vos salariés peuvent vous faire gagner beaucoup d'argent et vous pouvez être tranquille avec les pieds sur la table et voilà. Si vous avez des mauvais salariés, ça peut être une casse-tête, ça va vous coûter cher, vous allez passer beaucoup de temps. Donc, je dis toujours, la clé, c'est les ressources humaines. C'est les gens qui sont dans votre équipe, en fait. Et ça nous a pris un peu de temps d'avoir une bonne équipe, mais aujourd'hui, on a une super équipe. Donc, on a des super bonnes femmes de ménage, des gens qui vont gérer les petites choses, un chauffe-eau qui s'arrête des marchés, bon, ce genre de choses, bah, c'est pas moi qui va ranger tout ça. J'ai des équipes qui le font à ma place. Donc, je vais arriver à créer une petite entreprise bien huilée, qui marche bien, qui me permet de gagner de l'argent tout en passant peu de temps, tu vois. OK. Ça, d'un côté. Du coup, tu pourrais te dire, ouais, dans le côté formation, tu pourrais faire la même chose. Oui, mais je le fais pas. Pour les coups, on n'a pas d'équipe dans la formation. On fait tout, absolument tout, Clem et moi, ensemble. J'ai une petite assistante, mais qui de temps en temps répond à des mails, mais vraiment très, très particulier. Et sinon, c'est absolument nous qui faisons tout,
la création de contenu et Alors il y a un gros point dans ce que tu décris qui est très attractif en fait, hein, de la part je pense des gens qui se dire bah tu vois je vais quitter mon boulot, je vais remplacer mon salaire. Je crois qu'une des promesses aussi que vous mettez vous dans vos produits, enfin dans vos services en tout cas, la promesse c'est remplacer son salaire à part des revenus liés de l'immobilier. Pour autant j'ai l'impression en t'écoutant et en t'écoutant parler, en t'écoutant ton origine, ton histoire, qu'il y a plusieurs flux hein, évidemment qui sont un petit peu mêlés là-dedans. Tu disais que tu avais de la bourse depuis très longtemps qui était là aussi. Tu as aussi ces produits de formation, même si ça te demande du temps, qui peuvent aussi alimenter une partie de l'immobilier. Donc on ne peut pas complètement isoler la partie immobilier quand on parle immobilier pur. En fait, les revenus qui sont générés par cette activité et la contagion entre guillemets de l'activité purement entrepreneuriale que tu le disais, des revenus entrepreneuriaux de l'immobilier avec le train de vie, parce qu'au final quand tu commences à dire remplacer son salaire, c'est à un moment donné il y a un transvasement qui se fait, qui peut être plus ou moins, qui est délicat en fonction des situations des uns et des autres et au niveau d'une maturité aussi de son business immo, parce qu'au début voilà, c'est au début il y a notre argent, nos apports qui vient du perso. Comment est-ce que toi tu orientes et peut-être tes élèves sur ça, justement, sur la notion de remplacer son salaire? Est-ce que tu arrives à avoir des élèves qui arrivent à leur objectif, qui est la oui, promesse, c'est dépasser le... exactement ce que j'allais te Ouais, dire. Ouais. vas-y, Oui, je c'est tout à t'écoute. fait là. Alors déjà, moi, je suis hyper aligné avec ça. Et c'est pour ça que tu disais, je te parle de façon hyper transparente de tout ce qu'on fait, de toutes nos sources de revenus. Et je suis hyper aligné parce que nous, on est devenus libres financièrement avec l'immobilier. En 2 ans, on a fait que l'immobilier. Et on gagnait déjà plus de 4 000 euros par mois. Et nos dépenses ne faisaient pas 4 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est vraiment devenus libres. Et on faisait rien d'autre. Je veux dire, oui, et la bourse, mais à l'époque, la bourse, tu vois, quand tu as un petit montant, ça fait pas grand-chose. C'est quand tu commences à mettre des montants qu'après, ça crée tout de suite des choses intéressantes dans la bourse. Mais à ces moments, c'était quel investissement immobilier. Et on est devenu libre juste avec l'investissement immobilier. Du coup, première chose, hyper aligné par rapport à ça. Deuxième chose, on a beaucoup d'élèves. On a Bérénice, par exemple, qui a acheté 11 biens immobiliers en 4 ans avec un salaire de prof et il est devenu libre financièrement uniquement avec l'investissement immobilier. Et il y a plein, tu sais, il y a des gens, alors nous, comme Clem et les profs, on a beaucoup de profs qui se sont alignés qui sont identifiés plutôt avec elle et qui s'élancent. Et là, on a une autre prof qui avait sa maison, une jolie maison dans le sud et qui a du coup construit à côté un petit Airbnb avec une petite piscine. Elle s'est fait 2 500, 3 000 euros de cash flow par mois sur l'année, hein, parce que parfois juste les 3 mois d'août, elle peut faire 6 000, 7 000 euros tellement il a la demande. On sait que c'est soigné, quoi. Donc, Mmh. t'as des mois hyper élevés, t'as des mois, mais en moyenne, du coup, après, le concept des libertés financières, c'est aussi, ça dépend de toi. C'est-à-dire que si toi, tu gagnes 2 000 euros par mois et que tu dépasses déjà 2 000 euros par mois, tu es déjà libre financièrement. Toi, c'est une évidence. Mais par contre, si toi, tu dépenses 12 000 euros par mois, il faut que tu ailles chercher 12 000 euros de revenus passifs pour pouvoir dire que tu es libre financièrement, tu vois. Donc, C'est ça. Ouais, ouais. donc, voilà. Tu mets le doigt vraiment sur le truc important et pour les gens aussi qui nous écoutent de comprendre, c'est que tu vois le terme liberté financière ou revenu passif, il a été rudement rudement utilisé et exagéré selon le contexte. Mais quand tu parles, et je voulais juste être sûr qu'on est sur la même ligne là-dessus, quand on parle de liberté financière, notamment sur un de ton élève Bérénice qui a eu 11 biens, etc., qui est libre financièrement, en fait, elle a aujourd'hui des revenus qui suffisent à combler son train de vie, mais on est d'accord, le temps et l'énergie qu'elle met, elle est entrepreneur, elle gère son parc immobilier, donc c'est pas de la passivité, enfin à moins que je me trompe, hein, mais c'est pas une passivité totale que Oui, tu... exact, tu as raison. Ok. Alors, elle réussissait, elle vient de quitter son job d'ailleurs. Elle vient de le faire là en septembre, mais il avait déjà, je sais pas, peut-être 8 déjà l'année dernière. Bon, ça c'est arrivé quand même très vite. Et après, elle quitte aujourd'hui son job. Elle gère son parc immobilier, comme tu dis, mais gérer son parc immobilier, c'est pareil qu'elle fait le ménage. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est dans Ouais, oui, il y a un donc niveau de délégation. Hein. donc c'est pas 100% passif, c'est une évidence. Si il faut être cohérent. Et si c'était si facile, complètement passif et gagner beaucoup d'argent, effectivement, absolument tout le monde le ferait et évidemment, ça se ferait très de marché. Donc, c'est une évidence qu'il faut, bon, déjà, pour réussir à avoir ces niveaux-là, il faut apprendre plein de choses que pas tout le monde connaît. Donc, il faut prendre le temps de se former et d'apprendre beaucoup de choses. Il faut prendre le temps de rester à la page des nouvelles choses qui arrivent, surtout la location courte durée. Il y a des nouvelles règles qui sortent tout le temps.
Il a des nouvelles applications qui nous permettent de réduire nos coûts et de faciliter la vie. Il a l'intelligence artificielle qui rentre aujourd'hui à prendre une place importante. Donc, il faut être disposé à être au taquet dans tout ça pour que ça continue à marcher. Et c'est une évidence que c'est pas 100% passif. Elle a fait ça aussi pareil à côté de son job pendant longtemps. Mais aussi, ça c'est quelque chose de mindset, comme j'aime bien dire. Moi, je parle énormément de mindset dans nos formations. Et je vais te dire aussi quelque chose. L'autre fois, quelqu'un m'a demandé alors, j'ai une garantie des résultats garantis. C'est-à-dire, je dis, tu t'achètes ma formation aujourd'hui et tu as 3 ans pour l'appliquer et avoir des résultats et gagner minimum 500 € par mois. Minimum 500 € par mois. Et du coup, si tu n'arrives pas, je te rembourse. C'est une vraie garantie. Tu as 3 ans pour essayer, pour tester, voilà. Comment tu vois la construction d'un patrimoine immobilier basé sur la location courte durée aujourd'hui parce que j'imagine que beaucoup de tes élèves sont dans leur parc beaucoup dotés en location courte durée, beaucoup de restrictions qui s'amoncellent, des nuages en tout cas à l'horizon. Est-ce que tu crois que c'est safe aujourd'hui d'avoir un parc immobilier basé exclusivement ou principalement sur la location courte durée, et quelles sont les choses peut-être pour dérisquer un petit peu Ouais, voilà, c'est une super question. Alors, ce que je dis, et voilà, je le fais dans une vidéo là récemment, donc sur mon compte Instagram, mais ce que je dis, c'est je éviterai les copropriétés. Donc moi, ça fait 3 ans que je dis aux gens d'éviter les copros, d'acheter plutôt des maisons, des immeubles de rapport, ou carrément un terrain et faire une construction, tu vois. Donc vraiment éviter les copros, parce que les copros, ils ont de plus en plus de pouvoir pour arrêter de le faire. C'est un peu contraignant. Donc voilà, pour éviter toute cette situation, tu évites les copros. Voilà. Et 2, ce que je dis, c'est qu'on ne doit pas faire un mauvais investissement parce que en location courte durée, il est en cash flow, mais qu'en location longue durée, il ne l'est pas. Donc moi, je dis que j'achète uniquement des biens qui sont en location en longue durée, font du cash flow. Et du coup, la plupart des gens vont dire non, c'est impossible, ça n'existe pas. Si, ça existe. Si on fait les choses bien, ça existe, ça existe. Donc, mais c'est ce qu'il faut faire. Comme ça, si à un moment donné, dans le pire des cas, tu t'es lancé à faire la location de courte durée et que tu n'as plus le droit de les faire, que tu puisses les mettre en longue durée et que ça continue à se payer tout seul et tu continues à faire un petit cash flow. Bien sûr, ce sera pas un cash flow à 1000, 1500, 2000 €, mais tu pourras faire un cash flow à 100, 200 € et t'es tranquille. Tu dors tranquille. Tu ne penses ce qui est fait, tu ne penses pas. Bien sûr aussi, il faut éviter les grandes villes dans lesquelles potentiellement ça peut devenir interdit. Moi, j'ai jamais investi dans les grandes villes, jamais. Donc jusqu'à là, on n'a jamais eu des soucis, des nouvelles lois qui nous ont mis, voilà. Donc, si tu veux faire des appartements ou des maisons, il vaut mieux éviter les grandes villes ou les villes un peu trop touristiques. Et nous, on a toujours beaucoup investi à côté de cette ville trop touristiques, dans lesquelles, quand c'est interdit dans les grandes villes, les gens, ils viennent chez nous. Et chez nous, comme c'est pas trop grand, c'est moi, ça marche bien. Donc, j'ai toujours appliqué ça. Soit, si tu veux vraiment investir dans les grandes villes dans lesquelles dans lesquelles tu as la compensation, par exemple, soit tu vas directement à des locaux commerciaux. C'est ce qu'on fait pas mal de mes élèves d'ailleurs, et on en parle aussi dans la formation, comment acheter des locaux commerciaux, même si aussi ça évolue dans des villes comme Paris. J'ai quand même des investisseurs de mes élèves qui sont des Airbnb toute l'année de façon légale à l'intérieur de Paris, grâce à des locaux commerciaux bien trouvés, bien sûr. On peut pas faire tout n'importe quoi dans ces types de biens, mais il faut savoir le faire, mais on peut le faire. Et soit on fait de la moyenne durée, c'est-à-dire on fait pas de la courte durée, on fait. Et alors avant on disait qu'on pouvait faire entre 1 mois et 11 mois, tu sais, en moyenne durée, donc c'est pas de la courte durée. Sauf que bien sûr on est très bien connecté. Tu connais peut-être Xavier Demozy. Mmh. Voilà, c'est un avocat très connu, le plus connu d'Airbnb dans toute la France, je pense, pour défendre. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il rigole parce qu'il dit tes élèves n'ont pas besoin de moi. Ce qui est vrai, parce que lui, il défend des gens qui ont fait des choses vraiment très Border, quoi. border et que du coup, ils sont en train de se faire défendre dans les tribunaux parce qu'ils ont potentiellement à payer 100 000 € d'amende. Donc, c'est des gens qui ont fait des choses très border. Moi, pas du tout. Moi, au contraire, je suis très bon père de famille et très peureux. Donc, j'essaye toujours d'éliminer au maximum les risques possibles. Donc, j'ai jamais fait des choses border. Donc, voilà. Mais dans tous les cas, ce que je t'ai dit, c'est que j'ai déjeuné avec lui. Là, on a déjeuné l'autre fois. Il va venir à mon événement Amy Life cette année. Je suis toujours entouré de ces personnes. Et par exemple, lui, il m'a dit récemment qu'il a quelqu'un qui est en train de se faire embêter parce qu'il était au moyenne durée, mais il avait beaucoup des 1 mois, 2 mois. Ce qui fait c'est que sur l'année, il avait plus de 6 locations à l'année. Et il était en train de se faire embêter à Paris pour ça.
Donc, il nous a donné comme conseil, et c'est un conseil que je peux te donner aussi ici à tous les gens qui nous écoutent, même si on fait de la moyenne durée, de plutôt faire minimum 3 mois. Histoire qu'on puisse avoir des locations à 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et que ça soit pas retoqué comme de la location courte durée, entre guillemets, dans des endroits où il y a la loi des compensations, tu vois. Donc tu peux faire ça. Et franchement, si tu appliques toutes ces idées-là, si tu as un local commercial, tu vas pouvoir le faire toute ta vie sans problème. Si tu fais plutôt de la moyenne longue durée, tu peux le faire. Si tu veux vraiment faire la courte durée, bah, évitons les grandes villes dans lesquelles il y a ce type de choses compensation. Ou même aussi une autre chose, c'est, beaucoup de mes élèves les font, bah, tu as une maison, tu peux créer un petit Airbnb à côté. Pourquoi? Parce que les règles, en fait, il faut pas essayer d'aller contre-courant. Il faut comprendre ce qui est en train de se passer et surfer la vague. Comme je dis toujours, surfer la vague. Donc, je comprends tout à fait ces restrictions dans des villes dans lesquelles il y a trop d'Airbnb, dans lesquelles le prix monte beaucoup trop cher, dans lesquelles il faut réguler. Et c'est tout à fait normal. Je suis d'accord avec ce que fait l'État, entre guillemets. Et quand on te dit, bon, il y a la loi de compensation parce qu'il est en train d'enlever un immeuble à quelqu'un, donc l'habitation à quelqu'un pour créer un commerce. Donc maintenant, tu dois créer un commerce pour les mettre en habitation. Bah, autant d'acheter un commerce directement et le commercer en habitation et c'est tout, hein. C'est tes stratégies. Mais je comprends les principes, hein. Je râle pas. Je pense qu'ils font un beau boulot, les gouvernements, avec ces règles. Mais du coup, comme l'idée, c'est que tu es en train d'enlever l'habitation à quelqu'un, bah, ce que tu peux faire, c'est plutôt créer l'habitation. C'est-à-dire, dans ton chez toi, bah, tu crées un petit Airbnb à côté, et tu as aussi cette possibilité de louer toute l'année une chambre dans ton chez toi, de façon légale, et sans que les gens viennent t'embêter, entre guillemets. Bah, ça, c'est aussi une autre possibilité, tu vois. Donc, oui, ça évolue tout le temps. Oui, les conseils évoluent tout le temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est important de faire partie d'une communauté, et des investisseurs qui vont te permettre de te maintenir au taquet sur ce qui évolue. Et les recommandations ont évolué. Faire l'Airbnb comme on les faisait en 2020, c'est plus possible. C'est une réalité. Et en 2020, on pouvait acheter, voilà, n'importe où, donner même à une agence, à une société des conciergeries, et elle te prenait 20-25% et t'arrivais quand même à faire un beau cash flow. Voilà, c'était mon cas. Aujourd'hui, je trouve que c'est difficile. L'autre fois, il y a quelqu'un, quand je parlais des locations courte durée et tout, il me disait, ah, c'est faux, moi, j'essaye et j'ai l'impression que les seuls qui gagnent de l'argent, c'est Airbnb et la société de conciergerie, mais pas moi. Je lui ai dit, mais je suis plutôt d'accord avec toi. C'est pour ça que je te conseille de gérer toi-même. Si tu gères toi-même, il y a plein de choses que tu vas pouvoir automatiser et tu vas t'économiser le 20-25% et en plus, tu seras beaucoup plus au taquet. Donc, tu auras de meilleurs commentaires. L'algorithme va plus t'aimer et du coup, il va te pousser plus. Tu vas pouvoir augmenter tes prix et ça va créer un cercle vertueux qui est génial. Aujourd'hui, même s'il y a des bonnes conciergeries, hein, je ne fais pas la guerre à toutes les conciergeries, mais moi-même, j'ai eu des très mauvaises expériences avec certaines conciergeries, ce qui m'a poussé, vraiment littéralement poussé à le faire moi-même et qu'aujourd'hui, je suis très content de l'avoir fait. Mais Donc aujourd'hui, avec le système que tu as mis en place, les délégations et tout, tu disais que tu passais 5 heures par mois. oui, Donc c'est quand même une délégation très 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 poussée. oui. Ça te coûte, parce que c'est toi-même qui as mis en place ce système, ça te coûte moins cher qu'une conciergerie, bien moins cher qu'une conciergerie. Ah, bien évidemment, mais bien Ok. évidemment. Tu vas avoir des entrepreneurs ça, qui font chacun leur partie, quoi. C'est pas une entité qui globalise le tout. Bien sûr, tu sais, la société de conciergerie, tu les payes 20 à 25% pour en réalité faire pas grand-chose. Créer ton annonce si tu l'as pas créé toi-même, prendre des photos si tu les fais pas toi-même, répondre aux commentaires, sauf qu'aujourd'hui la IA peut faire ça très bien et peut t'aider beaucoup, beaucoup, hein. Tu peux aussi, c'est là où de temps en temps, quand je prends 5 heures, c'est quand moi je dois rentrer parce que ça n'a pas trop, les automatisations n'ont pas marché, donc c'est moi qui rentre. Et après, eux, ils vont prendre une femme de ménage, hein, et la femme de ménage, et ça fait pas partie du 20-25%, hein, payons plus la femme de ménage. Et donc, du coup, autant de prendre directement une femme de ménage, hein, quelqu'un qui travaille pour toi directement, et c'est tout, quoi. Et tu t'arrêtes de payer les 20-25%. D'ailleurs, je vais t'expliquer pourquoi je me suis arrêté de travailler avec un concierge. À l'époque, je vais te donner un exemple très clair sur ces biens-là. J'avais un bien qui j'arrivais j'ai donné à la conciergerie et ça m'a laissé entre 600 et 1000 euros de cash flow par mois. C'est pas mal. Je donne à la conciergerie, il gère, et je gagne 600 à 1000. Ça, c'était en 2020. C'est top. 2020, 2021. Bon, après le Covid, 2021, on va dire. Et j'étais content. Sauf qu'à un moment, je vois un gros trou sur mon chiffre d'affaires. Je dis, mais il s'est passé quoi? Du coup, je le contacte, il se passe quoi? Il me dit, ah, on sait pas, on va voir. OK. On vous dit demain. Je dis, OK, on vous dit demain, c'est bizarre. Je rentre un peu plus dans les détails. Je vois que mon truc Airbnb a été bloqué et que du coup, ils sont juste en train de louer sur Booking.
je demande quoi à mon artisan, ma personne de confiance. D'ailleurs, voilà, ça c'est un conseil que je donne à tous mes élèves, c'est on achète des biens uniquement à rénover, vraiment pour faire des beaux travaux. Et comme ça, après, les gens qui ont fait la rénovation de nos biens, eux, ils connaissent très bien les biens. Et après, c'est eux qui vont venir continuer à gérer les petites choses qu'il y a. Il y a plein d'astuces aussi pour améliorer cette relation entre nous et nous. Bref, mais là, on a qu'une heure, on va pas tout expliquer, mais OK. Et du coup, j'appelle un de ces gars et je lui dis, est-ce que tu peux passer voir qu'est-ce qui se passe dans l'appart? Il vient, il me prend une photo du mur derrière mon dressing. Il est rempli de champignons. Il y a un énorme problème d'humidité. Et du coup, je pète un câble, je lui dis à l'agent, à la concierge, je dis, mais comment c'est possible? Ça peut arriver en une semaine, hein. Ça, c'est au moins 2 mois, là, des moisissures, là, qui est en train de, comment c'est possible? Du coup, je vois sur Booking, bien sûr, il y a quand même toujours des réservations, mais pareil, qui disent, gros problème d'humidité, c'est pas possible et tout, parce que ça s'est voyé beaucoup, hein. Et du coup, en faisant l'investigation, je sais pas si on dit comme ça en français, mais, Ouais. et je me rends compte que la société de conciergerie prend elle-même une société des ménages et sous-loue, entre guillemets, bon, t'as compris? Sous-traite. Ouais. Sous-traite, voilà, c'est le mot que je cherchais. Sous-traite et elle-même sous-traite à une personne en individuel. Tu vois? Et en fait, la personne, bien sûr, la femme de ménage se rendu compte. Il a dit là, mais là, c'est resté. Cette information est restée là. Elle est jamais arrivée à la conciergerie, donc il n'est jamais arrivé chez moi, quoi. Et du coup, c'est là où je pétais un câble. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi? Je prends directement quelqu'un en direct. C'est si simple que ça. Ça donne quoi en termes de métriques du coup, si on compare au 25%, combien tu payes toi à peu près en moyenne par mois, enfin par bien, toutes ces délégations? Bah, 0, parce que comme je te dis, ma femme de ménage, Oui. je Ouais. la paye, mais avant les 20-25%, je devais aussi payer ma femme de ménage. Tu comprends? Ok. Dans les 20-25%, il n'y a pas la femme de ménage, hein. Il y a quand même, enfin, tu vois, ces gens-là, les autres, là, les plombiers, ceux qui ont fait la rénovation, qui vont t'aider pour des, eux, tu leur donnes aussi un billet quand ils font de qui va quand même y avoir des coûts, non? En Oui, fait, en oui, bien moyenne. sûr. Ouais. Mais ça, en réalité, c'est très rare. Quand tu viens de faire un appartement 100% des zéros, parce que c'est ce que je fais, hein. Moi, je jette l'appartement vraiment à tout refaire. Comme ça, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Tout est neuf. Les radiateurs sont neufs, le chauffe-eau est neuf, tout est neuf. Donc, on sait que pour 2 ans, on va pas avoir des soucis. Et s'il y a un souci, bah, effectivement, il vient et le met en garantie. Ça, je dis, hey, il a la garantie. Aucun souci, il vient, ils le font gratuitement. Donc, pendant les premières 2 ans. Et après, quand il vient, bah, c'est la même chose que si tu as que si quelque chose s'arrête des marchés, tu dois quand même faire venir quelqu'un. C'est ce que je veux dire. Ok. Dans les Ouais. 20-25% des sociétés de conciergerie, si tu as un chauffage à changer, bah, c'est toi qui dois les changer. C'est ce que je veux dire. C'était quoi le game changer pour toi, le truc qui a vraiment fait que ça a fonctionné, c'était bien huilé au début, t'as dû avoir des couacs j'imagine, et qui fait que tu couvres toutes tes bases et que t'as pas un trou dans la raquette. Alors, il y a de temps en temps des trous dans la raquette. C'est pour ça que je dois rentrer. C'est pour ça que c'est pas complètement Ouais. truc. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le temps, tout améliore. Par exemple, pour les questions des gens, des visiteurs, bah, tu as des messages qui sont automatiques dans lesquels tu vas déjà prévoir tout ce qui pourrait potentiellement mal se passer. Et du coup, ça permet qu'il y a moins des questions, tu sais. Et avec les temps, tout améliore. Bien sûr, tu sais que c'est bien. Il est comme ci, comme ça. Du coup, les gens vont poser ce type de questions. Donc, tu prévois déjà ce type de questions. Donc, ça fait que ça fait réduit. Mais vraiment, juste pour venir à la partie avant conciergerie, sans conciergerie, en réalité, c'est que je m'économise les 20-25%, parce qu'encore une fois, eux, ils te prennent ça à la base simplement pour donner les accès, pour répondre aux messages. Mais aujourd'hui, tu peux faire ça gratuitement. Oh, si tu prends une IA, si tu la fais bien, ça va t'écouter pas grand chose, toi. Quand tu fais un bien que tu fais 3 000 € de chiffre d'affaires par mois et que tu payes 20%, c'est 600 €. Tu vois? Et donc, pour finir ça, j'ai récupéré ces 600 €. Donc, disons que je faisais 800 € de moyenne de cash flow. Bah, maintenant, je fais 1 400 juste parce que je gère en direct. Et en plus, comme je gère en direct, dès qu'il y a la moindre chose, dès qu'il y a la moindre petite chose de humidité là, parce que cet appart est un peu humide, voilà. Bon, même si derrière, bien sûr, on a refait, parce qu'il a un problème d'humidité derrière dans ce mur. Donc, on a refait le mur, on a mis l'isolation. Donc, aujourd'hui, on n'a plus de ça. Mais de temps en temps, dans les baignoires, qui est la VNC, même si on a pris une VNC quand même assez forte, il n'y a pas de fenêtre. Donc, de temps en temps, il y a un petit peu d'humidité. Dès qu'il y a un petit peu d'humidité, bah, direct, on vient le nettoyer, on vient faire la peinture. L'appartement est nickel tout le temps. Donc, et dès qu'il y a, comme c'est moi qui gère, dès qu'il y a, et qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça va faire, dès qu'il y a quelque chose
qui n'y va pas et qui me disent même des bêtises. L'autre fois, il y a une femme qui m'a dit écoutez, votre sol est trop froid. C'est dommage qu'il n'y a pas de pantoufles. Et je me dis, OK, elle est pas contente parce que, au début, je le pris comme ça. Elle est pas contente parce qu'il a pas de pantoufles. Et après, je me suis dit, tu sais quoi? Ça coûte combien, la pantoufle? Je suis allé voir sur le truc chinois, tu sais, AliExpress et tout. Tu peux acheter vraiment pour pas cher, en fait. Et je dis, tu sais quoi? On va mettre des pantoufles. C'est pas grave. Et je dis à ma femme de ménage, maintenant, il y a un stock de pantoufles. Ils sont là, tu mets les, comme tu mets les cafés, tu mets les stocks de pantoufles. Bah, les gens, ils ont adoré les petites pantoufles. C'est juste une bêtise, tu vois. Et du coup, comme je suis là, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, bah, on le range. Et je suis aussi beaucoup, ça c'est important dans le mindset de la location courte durée, parce qu'il y a énormément de choses à comprendre. Mais bon, voilà, dans le mindset, c'est que on est dans l'hospitalité. C'est-à-dire que oui, les clients, il est un peu roi. Un peu, quand même, pas mal. Et il faut pas s'évexer quand quelqu'un nous dit quelque chose, mais au contraire, on veut savoir. Et du coup, moi, je suis hyper actif à demander aux gens comment je peux améliorer. Et j'aime bien, la plupart des gens n'aiment pas les gens qui sont un peu casse-pieds, qui vont tétiller pour une bêtise. Moi, j'adore ces gens parce que ces gens me permettent d'améliorer encore plus mon truc, tu vois. Par exemple, là, il y avait une qui disait, un jour, et oui, non, bah, c'est très bien, mais quand je suis arrivé à l'appart, il était froid. Donc, elle était pas contente pour ça. Et après, oui, le frigo, il était un peu trop froid, mes aliments étaient trop froids. Tu vois? Et du coup, quelqu'un me fait dire, mais cette vieille, qu'est-ce qui me casse les pieds et tout? Et moi, je dis, bah, merci beaucoup. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des choses automatiques qui vont, quand ils nous ont donné l'heure à laquelle ils vont arriver, quand on le sait à peu près que c'est, par exemple, tard les soirs, bah, on va pas laisser ça allumer, on va effectivement l'éteindre, mais on va les rallumer une demi-heure avant, une heure avant, automatiquement, pour que quand les gens arrivent, bah, ils soient à l'aise. Et sur le truc des frigos, bon, on va les baisser un peu. Peut-être qu'il était un peu trop froid. Mais c'est pas grave. Tu vois, on est dans le, et du coup, forcément, quand c'est toi qui gères en direct, c'est ton bébé. Tu vas jamais le gérer aussi bien que les autres. Tu as des meilleurs Ton rayon d'intervention, si tu dois y aller toi-même, c'est quoi? C'est une demi-heure de voiture autour pour tes biens? Pour moi, je dois aller. Alors, oui, j'ai un à 20 minutes, j'ai un autre à 30, 35 minutes, j'ai un autre à 40 minutes. Le plus loin, c'est une heure. Le plus loin, c'est une heure. Ouais, voilà, ok. Mais très honnêtement, et là, je veux être aussi hyper transparent avec toi, comme d'habitude dès le début, c'est que nous, on a très honnêtement aujourd'hui jamais besoin d'aller dans les biens. Ça se gère soit c'est les femmes de ménage qui le gèrent, soit c'est les artisans qui les gèrent. Et ils ont déjà les codes, ils savent déjà quoi faire. Par exemple, quand les gens, il y a un bien dans lequel on n'a pas des trucs électroniques, on n'a pas des serrures électroniques, et parfois les gens, ils perdent la clé, par exemple. Bah, même si ça arrive aujourd'hui, ils savent déjà quoi faire sans m'embêter. Ils savent déjà quelle est la procédure. OK, ils l'ont perdu. Voilà les messages qu'on doit envoyer à la personne. Voilà ce qu'on doit faire. S'il faut venir un serrurier, voilà combien ça doit coûter le serrurier. Ils savent qui appeler. Il vient, il gère. Moi, je suis un peu parce que je vois les messages passer. Il a des conversations WhatsApp, par exemple, avec mes artisans et mes femmes de ménage. Ils se parlent entre eux. Quand il y a quelque chose qui va pas, ils se parlent entre eux. Tu vois. Et moi, je suis. Mais bien sûr, ça demande aussi, c'est des ressources humaines, en fait. Ça demande aussi d'avoir une confiance assez grande pour savoir déléguer à ces personnes, à tes équipes. Il faut trouver des bonnes personnes, hein. Je veux pas te dire que c'est magique et la première personne que tu vas trouver, c'est comme ça. Et ça, c'est encore une fois, c'est le mindset aussi que je dis à mes élèves, c'est du mindset. C'est le mindset des ressources humaines, en fait. C'est que c'est peut-être pas la première, la deuxième, la troisième, mais quand tu vas la trouver, ça va changer ta vie. Mais il faut déjà avoir de bons standards. C'est par exemple, autrefois, je vois c'est ma comptable d'ailleurs, qui est très forte en comptabilité. Voilà, elle est une investisseuse aussi. Et que je suis en train de l'aider parce que elle s'inscrit à ma formation Instagram parce qu'il va faire un super beau investissement. Elle va clairement créer un hôtel. Il veut du coup donner de la visibilité sur Instagram à ces sujets. Donc, on fait un call. Après, c'est ma pote aussi. Il vient aujourd'hui à tous nos événements. Il gère l'LMMP pour beaucoup des élèves. Il gère aussi la SCI Holding pour les autres élèves. Voilà, elle est très forte à tout ça. Mais quand elle me présente son truc, elle m'a dit, en fait, voilà, aujourd'hui, voilà combien ça va coûter. Voilà les travaux que je vais faire. Et du coup, je sais que cet argent, si je vais revendre derrière, je vais pas récupérer mon argent, je vais le récupérer d'ici 10 ans, quoi, entre guillemets, en prix de vente. Et moi, je lui ai dit, c'est ouf, parce que moi, je ferai jamais un investissement comme ça. C'est-à-dire que moi, je fais toujours un investissement achat-revente potentiel. Je pars du principe que si j'achète, je fais des travaux et que je revends demain, je gagne un peu d'argent. Si c'est pas le cas, je rentre pas. Et c'est comme je te disais, que je suis tellement peureux et tellement bon père de famille et tellement truc, c'est que je vais pas faire un investissement
qui gagnent de l'argent, qui est en Airbnb, et que je pourrais pas faire de l'achat-revente et gagner de l'argent. Pour moi, il faut qu'en achat-revente, je gagne de l'argent, même si je vends pas. J'ai jamais fait de l'achat-revente, j'ai jamais vendu mes biens. Mais je sais que j'aurais pu les vendre après et gagner de l'argent. Donc, première chose. Et deuxième chose, il faut que ça soit aussi en longue durée rentable. Voilà. Et je dis, c'est une question de mindset parce que moi, je ferai jamais un projet comme le tien. J'ai pas assez de courage pour me dire, je pars perdant, mais peut-être dans 10 ans, je récupère mon argent. Moi, je dis, voilà. Mais après, quand elle m'a montré ces chiffres et tout, c'est vrai que le cash flow est gigantesque. C'est vrai que ça a l'air un très beau projet. Et c'est vrai que c'est des choses qu'elle a déjà fait auparavant. Ils ont l'expérience, etc. Mais c'est une question des paramètres que tu te mets dans ta tête. Et quand tu sais pas quel type de paramètres te mettre, parce que comme la plupart des gens, comme 98% des gens investissent dans des choses qui les font des cash flows négatifs, c'est-à-dire qu'ils doivent mettre de l'argent pour payer les crédits, les charges de copro et tout ça, bah, la plupart des gens pensent que c'est normal de faire ça. Mais on les met mis, on sait que c'est pas normal et que si c'est comme ça, on fait pas le deal, toi. Et se mettre cette sécurité de se dire si je revends demain, je perds pas d'argent, c'est très bien. Par contre, le danger quand même, c'est quand tu as commencé à créer du cash flow, à être parti de ton travail, tu comptes sur ce cash flow maintenant. Ton train de vie s'est adapté à ça. Et même si tu repasses en location courte durée et que fine, tu vois, c'est bon, tu peux rembourser en tout cas. Enfin, ça peut quand même tourner en autofinancement. Bah ouais, autofinancement c'est zéro. Toi, t'as besoin de 4000 pour vivre, mettons. Là, il y a un super gap. Est-ce que tu as déjà vu des élèves ou des gens qui autour de toi qui sont passés par cette étape-là en fait de Alors oui. rétrocéder Alors, c'est pas une de mes élèves, mais c'est un très ouais. bon ami. Tu le connais Mm. peut-être. Il avait genre 22 biens à Marseille en location Mm. courte durée. Et en plus, une a sa propre conciergerie. Donc, en total, il gérait, je sais pas, 35, 40 biens. Et moi, c'est drôle parce que moi, je lui ai dit, punaise, j'aurais jamais fait ce que tu fais. Pour moi, c'est extrêmement risqué parce que tu as zéro diversification de ville. Tu es dans une grosse ville. Et tu vois, c'est un truc que j'ai jamais fait. Je n'ai pas deux Airbnb dans la même ville. Pourquoi? Parce que si cette ville m'échange les règles, c'est juste à l'Airbnb qui tombe. C'est pas tous les Airbnb qui tombent. Et donc, comme je t'ai dit, j'ai, dès le début du départ, je pense à éviter les grosses villes, éviter là où il y a ces risques, ok? Et comme je t'ai dit aussi aujourd'hui, maintenant, je réduis aussi les risques beaucoup en faisant des plans, des projets plus locaux commerciaux, ce genre de choses, hein, dans lesquels je suis tranquille. Donc, ok. Mais donc aujourd'hui, il faut partir des bonnes bases. Et si tu pars des bonnes bases, t'es tranquille. Mais supposons des gens qui sont partis de mauvaises bases aujourd'hui, bah, mon pote, tu sais ce qui s'est passé à Marseille. Ils ont changé la loi, et surtout très fortement parce qu'ils veulent vraiment donner un exemple entre guillemets. Et d'ailleurs, c'est Xavier qui est là déjà en train de me aussi en train Travailler pour eux, ouais. de travailler, voilà, de défendre certaines de ces personnes qui ont été très agressives, voilà, etc. Et, euh, et du coup, ce qui va se passer, bah, je pense qu'il va se retrouver dans une situation compliquée. Parce qu'effectivement, il avait un train de vie à beaucoup, parce que quand tu gères tout ça en 40 biens, 25 biens, beaucoup d'argent, et si d'un seul coup, il se retrouve à devoir être en longue durée, pas en courte durée, et qui, je sais rien, peut-être qu'il gagnait 30 000 euros par mois, j'en sais rien, et qu'il passe à gagner que 10 000 euros, bah, ok, tu es pas mort quand tu gagnes 10 000 euros par mois, et là, tu continues à gagner beaucoup plus que beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que ton train de vie va devoir s'ajuster. Et ça, pour les coups, c'est dans n'importe quelle entreprise. Je veux dire, c'est dans n'importe quel business entrepreneurial. Ça peut marcher très bien. Et bon, il a des choses, voilà, je me reprends. Il a des choses qui sont quand même beaucoup plus stables et qui sur le long terme, tu as une visibilité de malade. Ça c'est vrai. Il y a des autres qui sont beaucoup plus volatiles. Parfois, ça peut marcher, parfois, ça peut pas marcher. Mais bon, c'est tout ce qu'il a des entreprises qui font faillite, entre guillemets. Et ça, pour moi, c'est plus une question de, comme je dis, de finances personnelles. Déposément, savoir diversifier son risque. Et c'est ce que je fais. Tu vois, c'est ce que j'ai fait. J'ai énormément diversifié mon risque en investissant ici, en investissant là-bas, en faisant des choses différentes. Mais Et lui, quand tu parles d'immobilier ultra rentable, parce que est-ce que tu mentionnes uniquement ce dont on vient de parler, finalement, location courte durée, ou est-ce que tu vois aussi d'autres types d'actifs, de stratégies aussi dont on n'a pas peut-être parlé, qui pourraient être complémentaires aussi de ce que... bien sûr, l'achat-revente, on parle de l'achat-revente. Tu peux ok. faire l'achat-revente et bien sûr avoir un objectif de 20% de marge, 30% de marge. Il faut toujours avoir un bon objectif comme ça si tu fais qu'ils disent, bon, t'es quand même au moins déjà content. Et bien évidemment, après, c'est pour ça que je te dis, moi, j'apprends à mes élèves à faire toutes les bases, entre guillemets, de faire un achat-revente déjà successful. Euh,
Mais personnellement, je garde les biens parce que je fais du cash flow. Donc, je dis, c'est génial, ça fait du cash flow, donc du coup, je les garde et je n'ai pas à compenser de zéro. Parce que quand je fais de l'achat-revente tout le temps, je vis des transactions. Donc, je change de temps contre de l'argent. Oui, tu peux gagner beaucoup d'argent et ça ne change pas que tu changes du temps contre l'argent. Tu dois recommencer des zéros à chaque fois. Donc, c'est c'est aussi, et je pense que c'est aussi pareil ce qui va faire mon pote à Marseille, c'est que si tu fais les choses bien et que tu avais déjà prévu dès le début que tu ferais un achat-revente et tu pourrais gagner de l'argent, tu avais une marge, peut-être à ces moments-là, j'imagine qu'il va vendre certains de ses biens, il va récupérer peut-être beaucoup d'argent et peut-être qu'il va partir sur un nouveau marché. Ou peut-être qu'il va, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Peut-être qu'il va Mais aller ça, c'est investir dans une nouvelle ville. ouais, bien sûr. Mais ça c'est vrai que ça s'apparente plus peut-être à de l'arbitrage, c'est-à-dire t'achètes un bien dans le but de l'exploiter, que ça soit ton patrimoine, tu l'exploites en location, et puis tu l'arbitres parce que voilà les conditions ont changé, tu le revends, c'est ok. Par contre, est-ce que tu parles quand tu parles d'achat-revente de acheter déjà dans l'objectif de pouvoir faire une marge sur la revente, et typiquement ça pourrait être d'ailleurs le cas de acheter un bien, le mettre en location courte durée, le faire tourner 1 an et vendre le business quoi. Bien sûr, on me parle. Et d'ailleurs, il y a un élève là qui l'a fait et c'était génial parce que du coup, on a fait une vidéo en montrant que le prix de marché du bien était, je sais pas, 210 000 euros et elle a réussi à les vendre 240 000 euros parce que c'est un Airbnb qui tournait, qui marchait bien. Sauf qu'elle, bon voilà, il a voulu changer des choses, des stratégies, passer sur un truc plus grand. Il semble qu'elle a acheté un immeuble de rapport par la suite. Du coup, il voulait se débarrasser et ça l'a permis aussi de vendre plus cher qu'est un bien lambda dans lequel quelqu'un pourrait vivre. Quand tu vois un business qui marche, les multiples des transactions, comme on dit en transaction, sont supérieurs parce que tu as une rentabilité derrière. Requalification, TVA, ces problèmes-là, dans ces cas-là, tu les abordes comment? Alors, ça fait beaucoup de bruit, la TVA et tout ça. Aujourd'hui, on n'a plus de sujet. D'ailleurs, la dernière chose qui est sortie, c'est que si tu ne fais pas un accueil physique, qui est le cas, hein, nous on ne fait pas d'accueil physique. À un moment, il y a eu beaucoup de bruit sur si tu fais le ménage au début de la visite, c'est pensé, c'est catégorisé comme si tu le faisais tous les jours, un peu comme un hôtel. Donc si tu le faisais au début, hop, ça, tu sais, pour être dans la TVA, il faut que tu ailles au moins 3 des 4 éléments départ hôtelier. Donc le premier, c'est si tu reçois ou pas les gens en physique. Ok, non, la plupart des gens le font pas, donc ça, il n'y a pas de souci. Les deuxièmes, c'est si tu fais les draps tous les jours. Sauf que personne ne le fait tous les jours, sauf qu'il disait que si tu le fais la première jour, comme fait presque tout le monde au début, du coup, c'était comme si tu le faisais tous les jours. Donc, c'était entre guillemets chic. Et après, si tu faisais le petit-déj, la plupart des gens ne font pas le petit-déj, donc du coup, ça te touchait pas. Et les quatrièmes, c'était, j'oubliais, petit-déj, ménage tous les jours, drap. Je pense que c'était ménage tous les jours et drap tous les jours. Je pense que c'était ça les 4. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui allaient se retrouver à payer la TVA. Et moi, j'avais même fait déjà, quand je suis toujours une question de mindset, je dis, écoutez, c'est pas la fin du monde. Si on doit payer la TVA, ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer la TVA aussi. Donc, dans tous nos travaux, dans tout ce qu'on achète, dans tout ce qui est, donc l'impact ne sera pas 20%, mais ce sera peut-être 15% en net. Tu vois, parce que tu récupères la TVA aussi de ce que tu payes. Hein. Donc, c'est pas net. Ouais. 2, si tous les Airbnb doivent faire de la TVA, tout le monde va monter un peu les prix. Donc, peut-être qu'effectivement, on devient un peu moins intéressant que les hôtels, mais ça devient toujours la même chose. Je veux dire, les gens qui aiment les hôtels, ils aiment bien avoir les petits déj. Par exemple, Clem, elle aime beaucoup les hôtels. c'est drôle, elle aime beaucoup les hôtels. Moi, je préfère les Airbnb, mais c'est pas grave. Elle aime bien avoir les petits déj que j'ai fait là les matins. Du coup, les gens qui aiment les hôtels, ils aiment les hôtels. Les gens qui aiment les Airbnb, dans lesquels ils peuvent cuisiner, dans lesquels ils peuvent être plus comme chez eux, dans lesquels ils aiment avoir des endroits plus grands, pouvoir arriver quand ils veulent. Pour moi, ça va rien changer. Le fait tu vois, ça va juste, c'est, comme je dis toujours, ça va faire plus peur à ceux qui sont jamais formés. Donc, tant mieux. Moins de gens qui rentrent sur le marché, tant mieux. Et 2, ça va s'équilibrer au bout d'un moment. Mais c'est pas la fin du monde. Moi, j'étais déjà prêt pour prendre la TVA. Je me suis dit, les hôtels prennent la TVA et ils gagnent de l'argent. Nous, on peut payer la TVA, on va continuer à gagner de l'argent. Mais ceci dit, finalement, c'est quand même tombé. Donc, non, aujourd'hui, c'est pas parce que tu fais les draps au début que c'est censé être comme si tu les faisais tous les jours. Donc, tu ne fais pas un accueil physique, donc ça tâche pas, tu les prends pas. Et tu fais pas non plus les ménages tous les jours, donc non plus. Donc, tu n'as pas déjà 2 sur 4, donc tu ne payes pas la TVA. Mais ceci dit, il y a même des gens aussi
qui depuis des années s'est battu pour essayer de prendre la TVA. Parce que comme nous font des gros travaux, avec lesquels tu payes beaucoup de TVA, comme nous, peut-être pas comme nous, mais qui ont une société conciergerie à laquelle ils payent la TVA, qui ont du café, qui ont des coûts, et ils voulaient, au contraire, pouvoir récupérer la TVA. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, c'est la TVA, notamment, que tu identifies, c'est par rapport à dont tu fais référence à la TVA, notamment pour l'activité hôtelière, c'est ça dont tu parles. Oui, tout à fait. Mais, En location courte durée, oui. Moi, je faisais plus référence, en fait, dans les opérations spécifiquement, tu vois, d'achat-revente, quand tu es requalifié marchand de biens, c'est-à-dire, que tu es qualifié par l'État comme étant un investisseur qui a acheté un bien dans le but, et c'est là où c'est un petit peu la limite, mais dans le but de revendre, et là, tu es tout de suite, exigible à d'autres, en fait, d'autres traitements en termes fiscaux qui rendent, voilà, c'est ça dont je faisais référence quand tu indiquais notamment mais j'avais pas pensé à cette TVA là sur l'activité hôtelière, d'ailleurs, bien fait de m'en parler. Mais tu vois, sur les opérations, ces gens qui vont faire de l'achat-revente en mode un peu de façon fluide, alors que on peut quand même se faire attraper. Oui. Voilà, petit point de surveillance. Alors là, toi, t'es mieux placé que moi parce que je pense que c'est ton sujet. Et d'ailleurs, dis-nous, du coup, partage-nous comment tu gères cette partie. Oui, non, mais c'est pour ça, je pense qu'il faut faire attention dans ce genre de choses, parce que si tu achètes, tu exploites et que tu arbitres, c'est là où la limite elle est un petit peu flow. Mais ça peut être passé très bien, et voilà, c'est pareil pour la résidence principale. Tu vois, les gens qui achètent et qui vendent sans fiscalité avec une exonération plus-value, voilà, si tu le fais plusieurs fois et que tu le fais abusément, tu peux te faire attraper. Donc c'est un peu la même idée dans le même esprit. Je pense que il faut faire attention peut-être de pas donner l'idée qu'on peut faire du marchand de biens, en fait, en faisant en même temps de la location courte durée, sans forcément que ça soit vu en marchand de biens. Après, si tu te mets, parce que après c'est juste un boulot différent, tu vois, t'es marchand, tu fais ton activité de retaper des biens en location courte durée, de les exploiter, de les vendre. C'est ok, mais il faut avoir que ta société, c'est juste ça l'idée, quoi. Donc ouais, c'est juste petit point de vigilance, mais sinon. Oui. Disons que chez nous, c'est pas un sujet parce que les gens, disons que ma formation, c'est pas une formation de marchand de biens. C'est une formation plus focus, on garde les biens et on les gère et on crée du cash flow et c'est pas, je arrête d'avoir un job pour devenir marchand de biens et du coup, marchand de biens, c'est mon nouveau job. Et puis moi, je change de l'argent contre du temps parce que je fais des transactions et simplement, ici, c'est plus, j'essaye que ça soit pas 100% passif parce que ça n'existait pas les 100% passifs aujourd'hui, mais que ça soit quand même très passif. Et très simple, quand je t'ai dit, si tu m'as dit, il faut que je t'enlève toutes tes sources de revenus, laquelle tu gardes, je les garde. Ces 3 biens immobiliers là, donc je te parle que je gère en direct, ça va me prendre 4 heures par jour, par mois. Et ça me fait 5 000 à 6 000 euros c'est plus que je gagnais avant étant qui est consultant. Et le reste du temps, je le pour moi. Donc oui, c'est pas 100% passif. Oui, ça me demande quand même 4 à 5 heures par mois en moyenne. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. C'est en moyenne, ça dépend des nouvelles choses qui peuvent arriver. Mais c'est très rare. Et d'ailleurs aussi, quand tu m'as demandé par rapport à combien de temps ça me prend, est-ce que j'allais te dire que j'ai pas fini mon idée, c'est que parfois on va dans le bien juste pour pouvoir en parler, pouvoir montrer qu'il y a vraiment des biens. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient pas, en fait. C'est normal, on est sur les réseaux sociaux, ok, ils nous connaissent un peu, ils nous suivent un peu, mais il y a des gens qui disent que c'est vrai, tout ça. Et du coup, souvent, on va dans les biens, entre 11h et 15h, quand il y a les changements entre un voyageur et un autre voyageur, simplement pour pouvoir en parler. Et parfois, par exemple, là, l'autre fois, il a eu un problème avec Internet. Je sais que quelqu'un dans l'équipe aurait pu passer et c'était pas nécessaire que ça soit moi. Mais je lui dis, attends, j'y vais. Et comme ça, j'en profite, j'ai fait une petite story en racontant, je suis là, je suis dans un de mes biens, voilà, c'est bien, il fait tant de cash flow, etc. Partager un peu les chiffres. Mais très nous, on est parti beaucoup en voyage, là, cette année. On est parti 4 mois en voyage et les Airbnb, on continue à tourner pendant qu'on n'était pas là, quoi. C'est ce que je veux dire. Et après, bien sûr, notre style de vie aujourd'hui, d'ailleurs, si tu nous suis sur Instagram, tu verras qu'on n'est pas en train de faire boum, 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 boum comme toi. On a quand même, finalement, on s'est habitué à avoir un style de vie simple, on continue à avoir un style de vie simple. Là où on fait un peu boum, 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 c'est quand on part en vacances, parce qu'on adore partir en vacances et se faire vraiment plaisir dans les vacances. Et l'autre fois, quelqu'un m'a dit, on était dans un hôtel à $5 000 la nuit. On a fait 2 nuits. Donc, quelqu'un m'a dit, c'est $10 000. Tu vas pas me dire que c'était cet investissement qui paye ça. Et je lui dis, écoute, ça fait à peu près 10 000 euros par mois, les investissements. Ça fait 120 000 euros à l'année. On m'aurait pu payer avec ça, cet argent.
Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y en a des autres sources de revenus. Mais moi, je l'ai dit ouvertement. Clem, elle a presque 1 million d'abonnés sur Instagram, forcément. Et elle a un métier des créatrices de contenu qui est bien rémunéré. Et tu sais qu'il y en a des formations aussi. Et tout ce que j'ai dit avant. Donc, on peut se faire plaisir tranquillement parce qu'on a plusieurs sources de revenus. Mais bon, même quand on travaillait encore et que ça générait du cash flow, que ça générait 5 000 € par mois et qu'on travaillait encore, bah, ça faisait quand même 60 000 €. Et quand tu as 60 000 € de plus à la fin de l'année et que tu as gardé ton job, bah, avec 60 000 € tu peux te faire plaisir de faire des très belles vacances, toi. Et c'est ce que nous, on a fait. Hein. Et après, dis-moi, pardon, je te coupe. Ouais, non, j'allais te demander, c'est quoi maintenant les perspectives que vous avez, si on se projette un peu? C'est une très bonne question. Alors, on est en train de faire construire une maison. On a acheté un terrain qui fait 1200 mètres carrés et en région parisienne et 50 minutes vers le sud. Et on va faire construire une belle résidence principale et on va se faire plaisir par rapport à ça. Et c'est vraiment une résidence principale, c'est-à-dire qu'on veut vraiment la garder. C'est pas un achat revente en résidence principale pour pas payer les impôts. Donc on a vraiment envie de les garder, mais tout est fait aussi pour que si un jour je la revende, je puisse aussi faire une marge. C'est-à-dire que si je fais la construction et que je la finis demain, je gagnerai la marge d'un constructeur, entre guillemets, pour le dire comme ça. Donc c'est aussi un bon investissement immobilier. Et ça, c'est notre gros projet 2026, c'est faire construire cette maison. Voilà. Et elle va faire 350 mètres carrés. Donc c'est une belle maison, c'est un beau projet. Il aura une piscine et tout. Voilà, c'est un projet sympathique. Et bon. Non, c'est cool, bah c'est un beau projet, ouais, carrément. Et puis il y a plein de choses autour de ça, des discussions et tout. C'est vraiment super d'avoir ce type de projet. Et en fait, c'est trop drôle parce que tu sais, à la base, par exemple, la piscine, moi, j'avais pas du tout prévu de faire une piscine. Et parce que je suis à Paris, j'ai dit attends, à Paris, qu'est-ce que je vais faire en piscine? Je vais l'utiliser 3 mois de l'année, c'est dommage quand même. Et un pote d'ailleurs qui s'y connaît très très bien en marchant bien, il m'a dit écoute, la maison que tu es en train de construire, c'est une maison si tu veux faire une belle plus-value, il faut que ça soit un clé en main, quoi, tu vois. Et les gens qui achètent ce type de trucs, bah c'est dommage de pas avoir une piscine. D'ailleurs, on a fait aussi rajouter une salle de sport. Une fois qu'il y a une salle de sport, on a fait rajouter plein de choses en fait. Comme quoi, tu penses à la revente, mais avant même la construction, c'est bien. Voilà. Et bien sûr, je suis un investisseur immobilier pour le coup, toujours. Et encore une fois, c'est pas un achat-revente. Hein. Moi, je compte vivre le reste de ma vie dans cette maison, si tout se passe bien. Mais au cas où, on sait jamais. Combien d'investissements? Quand je dis à mes élèves, on pense à faire la location courte durée, mais on sait jamais. On sait jamais. Peut-être que vous allez les vendre. Donc, autant que ça soit un bon investissement déjà de deux parts. Et du coup, on pense à ça, piscine et tout. Et j'ai dit, attends, en plus, moi, l'été, je pars en vacances. On part dans le sud, parce que c'est du sud. On part 3 mois. Bon, pas 3 mois, mais au moins 1 mois, 1 mois et demi dans le sud. Donc, et il m'a dit, et c'est ta maison. Pourquoi tu ne l'aurais pas en Airbnb, toute ta maison? Imagine combien tu vas gagner si tu loues une maison comme ça avec une piscine pendant 1 mois et demi que t'es pas là. Elle dit, bah encore, on fait une piscine. Ça y est, c'était l'argument. C'est ça ma décision. J'ai dit, puis elle a complètement raison. Elle a complètement raison. En plus, on sait faire l'Airbnb, bien sûr qu'on peut le faire sans problème. C'est déjà pensé à la base que chaque fois qu'on part en vacances, on loue la baraque à 500 € la nuit. Parce que ça, c'est lourd, bien sûr, ce type de baraque avec une piscine. J'ai fait les calculs vite fait. J'ai dit, la piscine va se payer très rapidement. Il a raison. Allez, on fait la piscine. Okay. Non, bah c'est cool. Bah Ivan, merci beaucoup. Hein. On a beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup d'infos, mais c'était super enrichissant. Et où est-ce que tu pourrais sinon justement diriger les gens qui veulent en savoir plus sur toi? C'est quoi le meilleur canal? C'est Instagram, j'imagine. C'est Instagram. Voilà, nous on est super présents sur Instagram. Et l'autre fois, quelqu'un m'a dit aussi, mais je n'ai pas Instagram, j'ai que LinkedIn. Pourquoi tu es pas sur LinkedIn? Et c'est vrai que mon LinkedIn, je suis toujours directeur chez PwC. Et j'ai dit, je sais pas, parce que j'aime beaucoup Instagram, parce qu'on partage des stories, parce qu'on a une vraie connexion avec les gens, parce qu'on peut partager en one-to-one en direct, parce que c'est amusant. Avec Clem, on s'amuse beaucoup sur Instagram. Donc oui, c'est Instagram, voilà. Moi, tu peux me trouver comme Ivan et Mimi, comme ça, tu tapes Ivan et Mimi, tu vas me trouver. En fait, mon vrai nom, c'est Ivan Imbakwan, c'est mon nom de famille. Donc, mon nom sur Instagram, c'est Ivan Imbakwan. Mais si tu tapes Ivan et Mimi, tu me retrouves aussi rapidement. Et voilà, et si les gens veulent venir me poser des questions, ils peuvent venir sur Instagram me poser des questions. Et aucun souci. Et après, pareil, s'ils veulent participer au défi, ce sera en janvier et c'est gratuit, bien évidemment. Et là, c'est 5 jours dans lesquels on explique énormément de choses sur toute la partie aussi
gérer ses finances, faire des économies pour les gens qui pensent qu'ils ne gagnent pas assez pour faire des économies. C'est toujours une question de mindset. Donc, on parlait de tout ça. Et on montre les chiffres, bien sûr, de tous nos biens. Et bon, pas de tous nos biens, parce qu'on n'a pas le temps de montrer les chiffres à tous les liens, mais des certains biens. Et on partage, voilà, et on répond aux questions à chaque fois. Donc, c'est enrichissant. Mais par contre, on le fait, effectivement, on le fait que 2 fois par année. Mais sur mon compte Instagram, ils peuvent venir me poser des questions, aucun souci. Ça marche, on mettra tout ça dans les liens de l'épisode. De toute façon, comme ça, ils auront accès à tout ça. Yes. Merci beaucoup, Ivan, pour ton temps. C'était vraiment cool. Avec grand plaisir, Marco. Merci à toi. À très bientôt. Salut. À bientôt. Bye bye. Si cet épisode t'a plu, je pense que tu vas aimer les épisodes orientés location courte durée. Il y en a un, le 194, qui en particulier devrait bien te plaire, avec Steven Dehabreux, qui parle des logements courte durée atypiques, avec également un parcours entrepreneurial assez inspirant. Donc je te conseille d'aller tout de suite sur l'épisode 194 pour écouter la suite. Bonne découverte et bonne écoute.